Oui. Parfait, on commence. Donc, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre qui s'intitule La récursivité. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu l'avant-dernier chapitre, c'était la pile, plutôt les fils, et avant, c'était les piles, c'était des structures de données. Ce chapitre s'appelle la récursivité. Alors, sachez dès maintenant que la récursivité n'est pas une structure de données, d'accord, contrairement aux piles et aux fils, mais c'est une manière de programmation, c'est un paradigme de programmation, d'accord? Alors, l'intérêt, c'est quoi de la récursivité? C'est-à-dire pourquoi on n'a pas continué sur la lancée avec les arbres, avec d'autres structures de données? Parce que j'aurais besoin de cette technique justement pour aborder d'autres structures de données évoluées telles que les arbres. Donc, on fait un break concernant les structures de données. Donc, on a vu les piles, les fils. Donc, on fait une pause avec la récursivité et on va reprendre par la suite les structures de données avec les arbres. Mais on aura besoin de cette notion importante qui s'appelle la récursivité. Alors, on commence. Alors, définition. Un objet est dit récursif s'il est utilisé directement ou indirectement dans sa propre définition. D'une manière générale, on dit qu'un objet est récursif s'il est utilisé directement ou indirectement dans sa propre définition. C'est-à-dire, pour définir un objet, j'aurai besoin de sa définition. Donc, on définit un objet en fonction de lui-même. Dans ce cas, on parle de récursivité. Exemple, par exemple, si je vous demande de me définir, c'est quoi une expression arithmétique? Une expression arithmétique. D'accord? Donc, on peut définir une expression arithmétique d'une manière générale comme étant une expression arithmétique, expression arithmétique. Donc, c'est la composition de deux expressions arithmétiques. Vous voyez, pour définir une expression arithmétique, finalement, c'est quoi une expression? C'est une combinaison de deux expressions. Donc, j'ai défini expression en fonction d'expression. Et cette expression, c'est quoi cette expression? Elle est elle-même la composition de deux expressions. Une expression, OP, expression. Et cette expression, c'est quoi? C'est une elle-même combinaison de expression, opération, expression, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a défini l'expression en fonction d'elle-même. Un petit exemple. Par exemple, vous avez cette expression-là, vous avez cette expression. Comment la définir? On peut la voir comme étant deux expressions. La première expression, la deuxième expression composée par l'opération de multiplication. Donc, nous avons défini une expression en fonction de deux expressions. Et cette expression, c'est quoi cette expression? C'est quoi? C'est elle-même, c'est une expression, une autre expression 8 fois 2, composée avec l'expression 7, avec une opération plus. Et l'expression 8 fois 2, c'est quoi? C'est elle-même, c'est une expression 8, composée avec l'expression 2 par l'opération multiplication, et ainsi de suite. D'accord? Donc, finalement, la composition de deux expressions donne une expression. En d'autres termes, une expression, c'est une expression composée avec une autre expression. Donc, on a défini expression en fonction de expression. Dans ce cas, on dira que la définition de expression est récursive. Donc, lorsqu'on définit un objet en fonction de lui-même. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple que vous connaissez bien, lorsqu'on a défini les listes, lorsqu'on a défini les listes chaînées, qu'est-ce qu'on faisait? On a défini un nouveau type qui s'appelle élément, n'est-ce pas? L'élément, c'est un élément de la liste, un maillon de la liste. Un élément, c'était un enregistrement, d'accord? Un enregistrement. Composé de combien de champs? On avait le premier champ qui s'appelait info, si vous vous rappelez, de n'importe quel type. Mais le deuxième champ, c'était quoi, s'il vous plaît, le deuxième champ d'un élément? Le Un suivant. pointeur d'éléments. Le Pointeur suivant, sur tout à fait. Et quel était le type de suivant? Élément. Pointeur sur élément. Voilà, pointeur sur élément. Alors, remarquez que pendant la définition de élément, j'ai utilisé élément. Donc, j'utilise l'élément pour définir un élément, parce que le suivant, c'est un pointeur sur élément. Or, je suis en train de définir le type élément. Donc, c'est une définition récursive. Donc, finalement, l'élément
il y a deux champs dans l'élément. Un champ classique de type élément et un champ pointeur sur élément. Oui, ce pointeur sur élément lui-même, c'est quoi l'élément? Ça va être lui-même un enregistrement composé de deux champs info suivant qui est lui-même pointeur sur élément et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est une définition récursive. Alors, donc pour synthétiser, chaque élément, chaque concept, chaque objet, chaque action paramétrée, etc. Si pour définir cet objet, si pour définir cet objet, j'aurais besoin de l'objet lui-même, on parlera de définition récursive ou bien un objet récursif. Ah. Maintenant, concernant l'informatique, d'un point de vue informatique, on dira que la programmation est dite récursive. On dira qu'une programmation est récursive. Alors, c'est quoi une programmation récursive? C'est une technique de programmation qui remplace les instructions de boucle par des appels de fonctions. Donc, c'est quoi le principe de la programmation récursive? Donc, la programmation récursive, c'est une technique, c'est une manière de programmer, c'est un paradigme de programmation. C'est quoi le principe de ce paradigme, de cette manière? C'est le remplacement. On remplace les instructions de boucle par des appels de fonctions. C'est-à-dire les traitements itératifs qu'on faisait jusqu'à maintenant. Pour réaliser un traitement itératif jusqu'à maintenant, on a utilisé les boucles tant que pour faire, etc. D'accord? Donc, la programmation récursive consiste à faire des traitements itératifs, mais en utilisant des appels de fonctions et non pas les boucles. D'accord? Donc, l'objectif, le principe, c'est quoi? C'est de réaliser des traitements itératifs, des traitements répétitifs, mais non pas en utilisant les boucles classiques, mais plutôt des appels de fonctions. Donc, on va essayer de remplacer les boucles que nous avons vues jusqu'à maintenant par des appels de fonctions. Et vous allez voir que ces appels successifs de fonctions permettent d'implémenter le traitement itératif. Donc, on peut répéter un travail rien qu'en utilisant les appels de fonctions. Voilà. Alors, la programmation récursive, elle c'est la programmation récursive, elle simplifie l'écriture des solutions itératives. Donc, vous allez me dire pourquoi remplacer puisqu'on pouvait le faire avec les boucles. Alors, sachez que la programmation récursive permet de simplifier énormément les solutions. C'est-à-dire, si vous arrivez à avoir une solution itérative avec les boucles, d'accord, elle peut être très, très compliquée. Mais par contre, en utilisant la programmation récursive, elle devient très, très simple. D'accord? Et vous allez le voir vous-même. On présentera des solutions. Dans ce cours-là, on présentera des solutions, par exemple, sous forme itérative en utilisant les boucles qui nécessitent 30, voire plus d'instructions. 30 instructions ou plus. Mais en utilisant les solutions récursives, ça prendra exactement 3 instructions. Et vous allez le voir, notamment au niveau du chapitre sur les arbres. Par exemple, pour parcourir un arbre avec une solution itérative, ça va être très compliqué à comprendre, encore plus à écrire. D'accord? Par contre, avec la programmation récursive, avec des solutions récursives, vous allez voir rien qu'avec 3 instructions, je peux parcourir les arbres. Donc, le plus grand intérêt de la récursivité, c'est la simplification d'écriture des solutions. C'est de simplifier les programmes. D'accord? C'est une optimisation dans l'écriture du programme. Vous allez voir avec 2, 3 instructions, je peux faire l'équivalent de 30 ou 40 instructions en itératif, en utilisant les boucles classiques. D'accord? Donc ça, c'est le premier intérêt de la récursivité, la simplification des écritures des solutions. Ça, c'est très intéressant. Un autre atout de la programmation récursive, sachez qu'il existe des problèmes pour lesquels il y a uniquement des solutions récursives. Il n'y a pas de solution itérative. D'accord? Vous devez utiliser la technique de la récursivité pour résoudre ces problèmes. C'est impossible de les résoudre avec les boucles classiques. D'accord? Donc finalement, la récursivité, c'est un moyen plus fort que les boucles. D'accord? On utilise un traitement itératif, certes, mais ça va être plus fort que les boucles. Donc, il y a des problèmes qui sont purement récursifs, pour lesquels
il faut qu'il y ait des solutions récursives. Donc, il n'y a pas de solution itérative. Vous voyez l'intérêt de la récursivité? Donc, chaque informaticien doit maîtriser cette technique. Elle est très intéressante. Alors, maintenant, le principe. Le principe de la récursivité. C'est quoi le principe de base de la récursivité? Alors, le principe est de décomposer un problème donné en sous-problèmes de même nature et de taille réduite. D'accord? Le principe, c'est quoi? Lorsque je vous donne un problème à résoudre, a priori, il est difficile. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décomposer ce problème-là, le problème initial, en sous-problèmes, en petits problèmes de même nature, c'est-à-dire la même question qui se répète pour le sous-problème, mais de taille réduite. C'est-à-dire, on va diminuer la taille du problème. C'est ça le principe. D'accord? Exemple. Vous allez comprendre à travers un exemple. La définition récursive la plus connue de la littérature, c'est sans doute le factoriel. Par exemple, le factoriel de n, le n factoriel. C'est quoi le n factoriel? C'est n moins 1 factoriel fois n. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a défini le factoriel en fonction du factoriel. Donc, c'est une définition récursive. Ça, c'est première remarque. Deuxième remarque. Alors, pour calculer le factoriel de n, la question initiale, c'était de calculer le factoriel de n. Le factoriel de n, c'est ramené au calcul de factoriel de n-1. D'accord? Et le factoriel de n-1, c'est quoi? C'est le factoriel de n-2 fois n-1. Et le factoriel de n-2, c'est le factoriel de n-3 fois 3, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on est en train de décomposer le problème initial en sous-problème, un sous-problème de même nature. De même nature, regardez, factoriel, factoriel, c'est la même nature, mais de taille réduite. À chaque fois, on diminue la taille. Ici, il y avait n, ensuite, il y a n-1. Ensuite, la prochaine étape, n-2 factoriel. Ensuite, n-3. Ensuite, n-4. Nous sommes en train de réduire la taille. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1 ou bien à 0 et on s'arrête. D'accord? Donc, je répète ça parce que c'est important. C'est l'idée même de la récursivité. Donc, la récursivité, le principe, c'est la décomposition d'un problème. Je vous donne un problème, vous allez le décomposer en sous-problèmes. C'est-à-dire, vous allez décomposer le problème en sous-problèmes, en plusieurs sous-problèmes, mais la caractéristique sur ces sous-problèmes, il faut qu'ils soient de même nature. Regardez, factoriel, factoriel, mais de taille réduite. À chaque fois, on diminue la taille. D'accord? Et ça, c'est intéressant. Donc, au lieu de s'attaquer au problème dans sa globalité, peut-être il était difficile a priori, lorsqu'on le divise, ça devient plus simple la résolution. Ensuite, je prends ce sous-problème et je le divise. Je simplifie la résolution et ainsi de suite jusqu'à arriver à un cas barré. Donc, c'est le principe de la récursivité. Maintenant, on dira qu'une action paramétrée P est dite récursive. Une action paramétrée, ça peut être soit une fonction, soit une procédure. Donc, une action paramétrée P est dite récursive si son exécution provoque ou entraîne un ou plusieurs appels à P. D'accord? Ces appels sont des récursifs. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu les actions qui s'appellent entre elles. On a vu une action G qui appelle H, ou l'action H qui appelle I. On l'a vu, d'accord? Que ce soit pour les fonctions ou bien les procédures. Une fonction peut appeler une autre, une procédure peut appeler une autre. Ça, on l'a vu. La nouveauté, sachez qu'une action qui peut être soit une fonction, une procédure P, peut s'appeler elle-même, c'est-à-dire P appelle P. Ensuite, le P appelle P. Le P appelle P et ainsi de suite. Ces appels sont dits récursifs. D'accord? Donc, une action est récursive si elle s'appelle, si à l'intérieur des instructions de l'action P, il y a un appel à P. Donc, lorsque P appelle P, on dira que P est une action récursive.
D'accord? Et puis, finalement, un algorithme est dit récursif s'il contient une ou plusieurs actions paramétrées récursives. S'il existe au moins une action récursive, au moins une, alors on dira que tout l'algorithme est récursif. Parce que n'oubliez pas, un algorithme, il est composé de plusieurs parties. La première partie, si vous vous rappelez, c'était la partie définition des actions paramétrées. Ensuite, il y a, bien sûr, il y a la partie déclaration des variables et tout à fait en bas, il y a le programme principal. Maintenant, si parmi les actions paramétrées d'un algorithme, on trouve une action récursive, on dira que l'algorithme est récursif. D'accord? Voilà, ça c'est les premières définitions. Alors, est-ce que vous suivez jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, parfait. Donc, la récursivité, c'est une technique très, très intéressante et vous allez le voir. Lorsqu'on va aborder les arbres, on utilisera uniquement la récursivité parce que c'est très intéressant. Alors, on continue, s'il vous plaît, avec les définitions de base. Alors, une autre définition, on parle de l'auto-imbrication. L'auto-imbrication. Alors, l'auto-imbrication est le fait qu'une action paramétrée P peut s'appeler elle-même avant que sa première exécution ne soit terminée. La seconde exécution peut de nouveau faire appel à P et ainsi de suite. Alors, nous avons dit qu'une action P est récursive si elle s'appelle. Monsieur, Oui, si je vous demande pardon, oui. la seconde exécution peut de nouveau, mais je crois que c'est forcément. Oh là là, J'ai pas entendu, monsieur. فهمت monsieur? J'ai pas entendu. قلنا يا أخي la seconde exécution يعني تاع البي peut de nouveau faire appel à P, Tout à fait. mais هي peut يعني جاي من pouvoir يعني normalement forcément elle va faire un appel à P على خاطر P يعني يكون داخلها. Euh, monsieur. oui, oui, c'est une bonne question. C'est bien, c'est une bonne remarque. Oui, oui, c'est une bonne remarque. Je vais arriver à ce stade, justement, monsieur. Ce ne sont que les débuts. Je vais expliquer tout ça. J'arrive. Mais c'est une bonne question. C'est bien, c'est bien. C'est bien. OK. Alors, j'explique. Donc, une action P peut s'appeler elle-même avant que sa première exécution ne soit terminée. La seconde peut de nouveau faire appel à P et ainsi de suite. On parle de l'auto-imbrication. Alors, si P appelle P, donc à un moment donné, P commence à s'exécuter. Ensuite, P appelle P. D'accord? La deuxième exécution de P commence. Ensuite, P appelle P. Mais lorsque l'appel s'est fait, la première exécution de P ne s'était pas encore terminée. D'accord? Donc, pendant l'exécution de P, P appelle P. Je vais expliquer tout ça à travers un exemple. Suivez. Hein? Alors, un exemple. Suivez bien cette histoire d'auto-imbrication. Soit l'action paramétrée suivante. Alors, suivez. Action P, donc début, fin, etc. Alors, action P, ça peut être une fonction, une procédure. Début, fin. Ici, c'est un ensemble d'instructions qui ne contiennent pas un appel d'action. D'accord. Ensuite, il y a P. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est un appel de l'action P. Donc, finalement, P appelle P. Donc, P, c'est une action récursive. Ensuite, après l'appel de P, il y a d'autres instructions. Il y a d'autres instructions qui viennent après le P. D'accord? Alors, on va essayer maintenant de comprendre le fonctionnement. Comment ça fonctionne une action pareille? Suivez bien. Et ce schéma-là, ce schéma est très important. On va le reprendre par la suite. Essayez de comprendre le fonctionnement, comment ça fonctionne. Allez, on commence l'exécution, la première exécution de P. La première exécution de P. D'accord? Alors, suivez. Donc, première exécution, nous sommes là. Hein? Nous sommes à ce niveau-là. Donc, première exécution de P. D'accord? Il y a des instructions qui s'exécutent en premier. Des instructions qui s'exécutent en premier. Ensuite, il y a eu le premier appel de P. Premier appel de P.
qu'est-ce qu'il va y avoir à ce moment-là? Il va y avoir un branchement vers un autre niveau pour pouvoir exécuter l'action P. Donc ça, c'est la deuxième exécution de P. Ça, c'est la première exécution. Mais puisqu'il y a eu un appel, je commence la deuxième exécution de P. Et remarquez qu'on commence la deuxième exécution avant de terminer l'exécution de la première instance de P ou bien la première exécution de P. Je commence l'exécution, la deuxième, on appelle ça le niveau 2, ou bien la deuxième exécution. Puisque c'est le même code, puisque c'est le même P qui était là, c'est celui qui est là. Donc, j'exécute des instructions. À un moment donné, il y aura un appel à P. Un deuxième appel à P. Deuxième appel à P. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Suspension de l'exécution du niveau 1. D'accord? Cette exécution va être suspendue pour commencer une nouvelle exécution de l'action P. C'est la même action, mais avec une troisième exécution. P, puisque c'est le même P, donc il va exécuter des instructions. Ensuite, il y aura certainement un appel à P. D'accord? Le troisième appel. Dès qu'il y aura troisième appel, je vais exécuter P de nouveau. D'accord? On va exécuter des instructions classiques qui n'ont pas d'appel récursif. Ensuite, il y aura le quatrième appel de P. D'accord? Le quatrième appel à P et on commence une nouvelle exécution de P. Alors, dans ce niveau-là, dans ce niveau 4, alors on va exécuter juste des instructions. Il n'y aura pas d'appel récursif. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, on arrête les appels récursifs. Sinon, ça ne va jamais se terminer. Sinon, on va boucler indéfiniment. Si à chaque fois P appelle P, P appelle P, on ne va jamais s'arrêter. Donc, on suppose que dans le niveau 4, il n'y a plus d'appel récursif, que P n'appelle plus P. Si elle n'appelle plus P, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réaliser un ensemble d'instructions classiques, sans appel récursif. D'accord? Sans appel récursif. Et elle va se terminer, le niveau 4 va se terminer. D'accord? Si on termine le niveau 4, on revient vers quel niveau, s'il vous plaît? Niveau 3. 3. Voilà. Le niveau 3. On revient au niveau 3. Pour faire quoi? Pour exécuter les instructions restantes, parce qu'il me restait 2 instructions à faire. Donc, je vais exécuter les instructions restantes. D'accord? Si j'exécute ces 2 instructions restantes, j'ai terminé le niveau 3. Ensuite, je reviendrai vers quel niveau? Niveau 2. Le niveau 2, exactement. Pour faire quoi? Pour exécuter des instructions qui se trouvent ici, parce que les instructions qui sont là sont les mêmes qui se trouvent là, puisque c'est la même action qui se répète. Donc, je reviendrai vers le niveau 2. Je vais continuer l'exécution jusqu'à arriver à la fin. Lorsque je vais arriver à la fin, je reviendrai vers quel niveau? Niveau 1. Le niveau Niveau 1. 1. Tout à fait. Le niveau 1 pour exécuter ces 2 instructions. Lorsque je termine le niveau 1, je reviendrai vers la première exécution. D'accord? La première exécution pour terminer, justement, ce qui reste comme instruction. D'accord? Donc, l'idée de l'auto-imbrication, c'était quoi? C'était le fait qu'une action paramétrée commence à s'exécuter avant la terminaison de la première exécution. Donc, j'ai commencé la première exécution. Ensuite, j'ai déclenché la deuxième exécution de P avant la terminaison de la première exécution. Ensuite, j'ai déclenché la troisième exécution avant la terminaison de la deuxième exécution et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, lorsque je suis au niveau 4, il y a 4 niveaux d'exécution de P. Il y a 4 niveaux d'exécution de P, c'est-à-dire comme si les 4 P ne sont pas terminés. Donc, ce qu'on appelle l'auto-imbrication. Donc, le niveau 4, l'exécution numéro 4, c'est déclenché par l'exécution de niveau 3 qui ne s'est pas encore terminée. Après avoir terminé le niveau 4, je reviendrai au niveau 3 et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris ce phénomène? Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK. Maintenant,
Oui. vous devez poser une question. En principe, une question qui doit se poser maintenant. J'attends une question, sinon je vais la poser moi-même. Il y a une question qui s'impose ici. Allez-y. Monsieur, ماشي واش لازم هي الحاجة اللي يعني توريك تنحي l'action paramétrée من niveau 4 normalement condition. Tout à fait. Très bien, monsieur. Très bien, monsieur. Et Alors, le cas maintenant, d'arrêt. si vous avez compris, alors, il y a une remarque à faire. Regardez, nous avons dit que c'est la même action P qui est exécutée dans les différents niveaux. Ici, il y a eu P, ensuite P, quand il y a un appel à P, donc j'ai appelé P. Ensuite, puisque c'est la même exécution, donc sûrement il y a un appel à P qui appelle P. Puisque c'est le même niveau, plutôt la même action, c'est la même action, c'est les mêmes instructions, donc il y a un appel à P. Donc jusqu'à maintenant, c'est normal, un appel à P, P, P. Mais lorsqu'on est au niveau 4, j'ai dit qu'à un moment donné, il faut arrêter les appels récursifs. Et c'est vrai, il faut les arrêter pour pouvoir s'arrêter un jour. Mais puisque ça c'est P et ça c'est P, on s'attendait à ce qu'il y ait ici un appel à P. Comment se fait-il qu'il n'y a pas un appel à P? En d'autres termes, comment on a pu arrêter les appels récursifs? On met une condition pour quitter, pour terminer l'exécution de cette procédure. Voilà, c'est ça. Alors, un détail, s'il vous plaît, un détail est très, très important. Pour pouvoir s'arrêter un jour, pour qu'il n'y ait pas ici un appel à P, il fallait que les appels à P soient toujours conditionnés. Il fallait qu'ils soient toujours conditionnés par une condition. C'est-à-dire, si la condition est vraie, j'appelle P. Si la condition est fausse, je n'appelle pas P. Ainsi, donc la condition est vraie, c'était appel P. La condition est vraie, appel P. La condition est vraie, appel P. À un moment donné, la condition devient fausse. Si la condition devient fausse, donc il n'y aura pas un appel à P. Et par conséquent, je vais exécuter des instructions qui ne contiennent pas un appel récursif pour pouvoir faire le retour. D'accord? Donc, l'idée, elle était là. Les appels de P sont toujours conditionnés. Parce que s'ils n'étaient pas conditionnés, supposons qu'il n'y a pas une condition, donc on aurait eu ici un P. Puisque c'est le même code, c'est les mêmes instructions, on aurait eu ici un P et on ne va jamais s'arrêter. Si P appelle P, on ne va jamais s'arrêter. Pour envisager les cas d'arrêt, pour pouvoir s'arrêter, il faut toujours que les appels récursifs soient précédés par une condition. Donc, tel que vous allez le voir par la suite, et on va revenir sur ce détail, tel que vous allez le voir, tous les appels récursifs sont conditionnés. D'accord? Il n'y a pas un appel sans condition. Il y a toujours, avant d'appeler, il y a une condition à tester. Et justement, c'est cette condition qui me permet de m'arrêter un jour. J'espère que c'est clair. D'accord? Non, monsieur. Retire l'exemple. C'est pas bien compris. Regarde. C'est la même action ici, P. P, il y a un appel à P. Ensuite, dès qu'il y a un appel à P, on retrouve le P, d'accord, qui va commencer à s'exécuter. Mais les instructions qui sont là sont les mêmes qui sont là, puisque c'est le même P. D'accord? Donc, entre autres, je trouverai l'appel, donc un autre appel à P. Pareil pour le niveau 3, ces instructions sont les mêmes qui se trouvent ici, ce qui explique le fait qu'il y a un P. D'accord? Maintenant, si nous sommes au niveau 4, d'accord, on s'attendait à ce qu'il y ait ici P, n'est-ce pas? On s'attendait à ce qu'il y ait ici P. Mais s'il y a P ici, donc je vais appeler le niveau 5. Et le niveau 5 va appeler le niveau 6 et on ne va jamais s'arrêter. D'accord? Pour pouvoir s'arrêter, il faut que les appels de P soient précédés par une condition. Il faut qu'il y ait toujours une condition avant l'appel. Avant l'appel, il faut qu'il y ait une condition. C'est-à-dire, je teste la condition. Si la condition est vraie, j'appelle. Si la condition est vraie, j'appelle. Si la condition est vraie, j'appelle.
Maintenant, à un moment donné, la condition devient fausse pour qu'il n'y ait pas un appel. S'il n'y a pas d'appel, je vais continuer, je vais terminer l'action P sans appel récursif et je reviendrai au niveau précédent. D'accord maintenant, monsieur, c'est plus clair? Oui, oui, merci. Ah, ok. Allez, on avance, s'il vous plaît. Maintenant, principe de construction. Je vais reprendre ce concept. On va le reprendre. C'était un avant-goût, c'est tout. Alors, principe de construction d'algorithmes récursifs. Maintenant, on a vu la définition de la récursivité, l'intérêt de la récursivité. Maintenant, comment construire justement? Comment construire ces solutions récursives? Alors, le calcul de la valeur factorielle d'un nombre donné n, d'accord? Donc, je vous propose d'apprendre à construire le principe, à construire les solutions récursives à travers un exemple très, très populaire, à savoir le factoriel. Donc, je vous demande de calculer le factoriel d'un nombre n. D'accord? Alors, première méthode, la solution itérative. C'est la solution que vous avez vue en première année. Donc, la question, calculez-moi le factoriel d'un nombre n par une solution itérative en utilisant les boucles. Une solution classique. Ça, on sait le faire. Alors, 0 factoriel, c'est 1. 1 factoriel, c'est 1. 2 factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2. Ou 5 factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Ça, c'est la définition des factoriels. Ou bien d'une manière générale, bien sûr, n factoriel, c'est la multiplication de 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. D'accord? OK. Allez, donnez-moi la fonction qui permet de calculer le factoriel. Pour cette fonction, on lui donne juste un nombre, n en entier, en entrée, d'accord? Et elle me renvoie le résultat. Alors, pour calculer factoriel, qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? Pour calculer factoriel? Boucle pure. Une boucle classique, d'accord? Une boucle classique. Ça, c'est des variables locales avec lesquelles on va travailler. Ensuite, si n égale 0, des petits tests, si n égale 0 ou n égale 1, alors retournez 1. Vous êtes d'accord? Parce que d'après la définition factorielle, factoriel de 0, c'est 1, factoriel de 1, c'est 1. Donc, si n égale 0 ou n égale 1, alors retournez 1. Dites-moi, n égale 0 et n égale 1 représente quoi en d'autres termes? 0 factoriel ou 1 factoriel. Oui, mais c'est quoi? Ça représente quoi? Les premiers termes. Premier terme ou bien? Cas particulier. Très bien, c'est les cas particulier. Très bien, c'est les cas particuliers. C'est les cas particuliers. Je voulais ce terme-là parce qu'on en aura besoin par la suite. C'est des cas particuliers. C'est n égale 0, n égale 1, alors retournez 1, d'une manière générale. Maintenant, p égale 1. J'initialise p égale 1, ça c'est simple. Donc, pour i allant de a à n, allez-y. Donc, le factoriel, c'est quoi? Pour i allant de P fois I. Voilà. P reçoit P fois I. Donc, à chaque fois, je multiplie par un I. I égale 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. Et le résultat est dans la variable P que j'ai initialisée parce qu'il s'agit d'une multiplication. Alors, retournez P. D'accord? Ça, on sait le faire. C'est une solution classique, d'accord, en utilisant les boucles. Donc, pour I allant de A à N, faire P reçoit P fois I. Je multiplie par 1, ensuite fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, jusqu'à arriver à N. D'accord? Donc, ça, c'est la solution itérative qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, je vous demande une solution récursive. D'accord? Une solution récursive. Une solution récursive, c'est quoi? Je vous demande de programmer ce traitement itératif, parce qu'il y a un traitement itératif ici. Je vous demande de programmer ce traitement itératif en utilisant les appels de fonctions. C'est des appels de fonctions. Donc, on n'aura plus à utiliser les boucles, mais juste avec des appels de fonctions, qui est le principe même des solutions récursives. Alors, toujours un rappel. Donc, 0 factoriel, c'est 1. Mais 1 factoriel, c'est quoi? C'est 0 factoriel fois 1. Et 2 factoriel, c'est quoi? C'est 1 factoriel fois 2. 3 factoriel, c'est quoi? C'est 2 factoriel fois 3. Le 4 factoriel, c'est quoi? C'est 3 factoriel fois 4. Le 5 factoriel, c'est 4 factoriel fois 5.
D'une manière générale, le factoriel de n, donc le C'est factoriel... n fois factoriel de n moins 1. Voilà. Donc, c'est le factoriel de n. C'est le factoriel de n moins 1. Regardez, c'est n moins 1 factoriel fois n. Parce que finalement, 5 factoriels, c'est vrai, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. C'est vrai. Mais en même temps, le 1 fois 2 fois 3 fois 4, cette entité-là, c'est quoi? C'est le factoriel de 4. Donc, au lieu d'écrire 1 fois 2 fois 3 fois 4, on écrit juste le factoriel de 4. D'accord? Donc, le 5 factoriel, c'est 4 factoriel fois 5. Et le 4 factoriel, c'était quoi le 4 factoriel? C'était 1 fois 2 fois 3 fois 4. Mais 1 fois 2 fois 3, c'est les 3 factoriels. Et ainsi de suite. Donc, il fallait se rendre compte que c'est vrai, le n factoriel, c'est 1 fois 2 jusqu'à n. Mais en même temps, pour calculer le n factoriel, en même temps, finalement, le n factoriel, c'est n moins 1 factoriel fois n. D'accord? Ou le n moins 1, c'est n moins 2 fois n moins 1. Et le n moins 2 factoriel, c'est n moins 3, etc., 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 jusqu'à arriver à quel niveau? À 0 factoriel. Ce qui représente 1. Le cas particulier. Le La cas condition particulier. d'arrêt. Très bien. Le cas particulier. C'est le fameux cas particulier que j'ai demandé tout à l'heure. D'accord? Allez, on va essayer d'écrire notre première solution récursive. Alors, toujours, c'est une fonction pour laquelle je donne n, un entier. Elle va me renvoyer un entier. D'accord? Alors, début. Allez, à votre avis, je commence par quoi? La condition d'arrêt, monsieur. Très bien, la condition d'arrêt ou bien les cas particuliers. C'est le cas particulier. Je commence par le cas particulier, le cas très simple. D'accord? Le cas particulier qu'on appellera par la suite le cas d'arrêt, mais c'est le cas le plus simple ou bien les cas de base. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Si n égale à 0, retournez 1. Oui. Si n égale 0 ou n égale 1, même pour n égale 1, ça retourne à 1. D'accord? Si n égale 0 ou n égale 1, alors retournez 1. Monsieur. D'accord? Monsieur. Oui. Monsieur, le 1, mais le 1, ce n'est pas un cas particulier, non? Si. Même pour le cas de 1, on a 1 fois n moins 1 factoriel. Mais ce n'est pas un problème, c'est pas un problème. On peut avoir un ou plusieurs cas particuliers, il n'y a pas de souci. Si tu ne veux pas mettre ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça le problème. D'accord? On peut considérer ça comme étant soit un cas particulier, soit un cas général. Ce n'est pas ça le problème. Alors, si n égale 0, n égale 1, alors retournez 1. Donc, on s'arrête directement, c'est les cas particuliers. Sinon, je fais quoi? Sinon, retourner, voilà, c'est retourner n fois fact n moins 1. Parce que le factoriel de n, c'est quoi? C'est la multiplication du n avec le factoriel de n moins 1. Donc, je suis en train de calculer factoriel de n. Donc, finalement, c'est quoi le factoriel de n? C'est n multiplié avec le factoriel de n moins 1. Et ça, c'est un appel pour la fonction récursive, mais avec le paramètre n-1. D'accord? Donc, retournez tout simplement le factoriel de n, c'est n multiplié par fac de n-1, factoriel de n-1. Au factoriel de n-1, c'est quoi? C'est un appel de la fonction récursive. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va appeler la fonction récursive avec le paramètre n-1. Une nouvelle exécution commence de la fonction fact avec le paramètre n-1. Et le fact n-1, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui, le fact n-1? Il fait un appel à n-2. Tout à fait. Donc, le fact n-1, c'est n-1 fois fact n-2. À chaque fois, on décrémente de 1.
Vous avez compris? Donc, il va appeler le fact n-2 qui va le multiplier par n-1. Ensuite, le fact n-2, il va appeler fact n-3 et ainsi de suite, jusqu'à arriver à n égale 0, n égale 1, qui représente les cas particuliers. D'accord? Et c'est tout. D'accord? Vous voyez bien qu'on a refait exactement le même traitement itératif en utilisant un simple appel de fonction. Ici, il n'y a pas de boucle. Et pourtant, j'ai exécuté cette partie de code plusieurs fois. Alors, remarque, vous vous rappelez ce que nous avons dit tout à l'heure. Remarquez que l'appel récursif, il y a une condition, c'est ça la condition. Il est toujours conditionné par une condition. Il n'y a pas un appel sans condition, sinon on ne va jamais s'arrêter. Donc c'est ça la condition. Si elle est vraie, si cette condition est vraie, j'exécute une instruction qui ne contient pas d'appel récursif. Lorsque je vais retourner 1, il n'y a pas d'appel récursif. Si la condition est fausse, je vais appeler la fonction f d'une manière récursive. L'idée, le principe, les appels récursifs doivent être conditionnés. Toujours. Bien sûr, soit la condition est vraie, j'appelle, ou la condition fausse, je n'appelle pas, ou inversement. Le plus important, c'est qu'il y ait une condition qui permet d'arrêter les appels récursifs un jour. Est-ce que vous avez compris cette histoire? Donc, c'est ça la condition. Ça, c'est la condition. Ça, c'est la condition. D'accord, ça, c'est la condition. Si la condition est vraie, je vais exécuter une instruction qui ne contient pas un appel récursif. Si la condition est fausse, je vais utiliser un appel récursif. D'accord? Allez, on va dérouler maintenant, justement ce calcul, ce traitement. On va le dérouler en détail. Alors, par exemple, pour 4, je vous demande de calculer le factoriel de 4. D'accord? C'est-à-dire, voilà. Alors, la question, calculer factoriel de 4. Dans le programme, ça c'est le programme principal. D'accord, c'est le programme principal. Je vous demande de calculer factoriel de 4. Alors, suivez le déroulement. Dès qu'il y a appel de factoriel de 4, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir première exécution de la fonction factorielle. Avec quel paramètre? Avec le paramètre 4. Que fait la fonction? Elle teste. Si 4 égale 0, est-ce que c'est un cas de base? 4, est-ce que c'est un cas de base? Non. Voilà. Les cas de base sont 0 et 1. Les cas de base sont 0 et 1. Rappelez-vous des cas de base 0, 1. S'il y a 0, 1, il y a un retour 1 directement. Sinon, un appel récursif. Alors, la fonction fact commence à travailler avec le paramètre 4. Ce n'est pas un cas de base. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner 4 fois fact de 3. 4 fois fact de 3. Si j'écris fact de 3, ça, c'est un appel récursif. Donc, j'ai appelé la fonction factorielle, mais cette fois-ci avec le paramètre 3. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir suspension de la fonction f4 et la fonction f3 qui commence à s'exécuter, c'est-à-dire factorielle avec le paramètre 3. Le niveau 2, c'est-à-dire factoriel avec le paramètre 3, il commence à travailler. Il vérifie le paramètre. Est-ce que c'est un cas de base? Non. 3, ce n'est pas un cas de base. Ce n'est ni le 0 ni le 1. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir appel à la fonction fact2. Précisément, ça va être 3 fois f2, factoriel f2. Et factoriel f2, ça va être un nouvel appel. Donc, je vais appeler la fonction factorielle avec le paramètre 2. Et ça va être le niveau 3 d'exécution. Je commence à exécuter la fact avec le paramètre 2. 2, qu'est-ce qu'il va faire? Tester, est-ce que 2, c'est un paramètre, est-ce que c'est un cas particulier? Non. 2, ce n'est pas un cas particulier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la fonction f1. Précisément, il va faire retourner 2 fois fact 1. Retourner 2 fois fact 1. Ensuite, il va y avoir exécution du niveau 4, la factorielle avec le paramètre 1. Le paramètre 1.
Que fait la fonction factorielle avec le paramètre 1? Elle teste. Est-ce que le paramètre est un cas particulier, le 1? Est-ce que c'est un cas particulier? Oui. Oui, exact. 1, c'est un cas particulier. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire la fonction à ce niveau-là? Elle va retourner 1 directement. Elle va retourner 1. Il n'y aura aucun appel récursif. Et c'est cela qui me permet d'arrêter les appels récursifs. À un moment donné, il faut qu'on arrête les appels récursifs justement par cette condition. Si la condition, c'est-à-dire si le paramètre égale 1, alors retourner 1, il n'y aura pas d'appel récursif. D'accord? Ensuite, c'est bon, le niveau 4, c'est terminé. Retourner 1. Donc, la fonction f1 va retourner 1 pour la fonction appelante qui était f2. D'accord? F2, c'était 2 fois f1. Maintenant, le f1, c'est 1. Donc, elle peut faire la multiplication. D'accord? 2 fois 1 égale combien? C'est 2. 2 fois 1, c'est 2. Et qu'est-ce qu'elle va faire f2? Elle va se terminer. C'est bon. Elle s'est terminée et l'exécution revient à f3. Et que renvoie f2, f3? Elle va lui renvoyer la valeur 2. C'est bon, elle a pu le calculer grâce à f1. Maintenant, f3, que fait f3? C'est bon, elle a le résultat de f2 qui est 2. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie 3 fois 2 et elle se termine. C'est bon, il n'y a plus d'instruction. Elle a terminé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient à f4 pour lui rendre quoi? 3 fois 2, qui est 6. D'accord? Donc, 6, c'est au niveau du f3. Maintenant, le f4 était égal à quoi? 4 fois f3, ou f3, c'est 6. Donc, je pourrais calculer 4 fois 6. D'accord? Donc, 4 fois 6, c'est 24. Donc, f4 se termine et on va renvoyer f4 pour le programme appelant. Pour le programme appelant. Et du coup, factoriel 4, c'est 24. D'accord? Donc, il y a eu plusieurs niveaux d'exécution. Niveau 1, appel récursif. Niveau 2, appel récursif. Niveau 3, appel récursif. Niveau 4, la condition devient fausse. Si la condition devient fausse, il n'y aura plus d'appel récursif. Et à partir de cet instant, il y aura les retours arrière. D'accord? Donc, sachez que tous les appels récursifs sont toujours conditionnés par une condition qui nous permet justement d'arrêter les appels récursifs. Sinon, on va se retrouver dans la situation d'erreur qui est la suivante. C'est ce qu'on appelle les boucles infinies, c'est-à-dire une fonction appelle une autre, f appelle f, f appelle f, et on ne va jamais s'arrêter. Donc, faites attention, il faut toujours, les appels récursifs, il faut toujours qu'ils soient précédés par une condition. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair ce schéma? Oui. Voilà. Voilà. Donc, ce schéma est très important. Ça nous explique comment la récursivité fonctionne. Voilà. OK. On continue, s'il vous plaît. Donc, maintenant, principe de construction. Principe de construction d'algorithmes récursifs. C'est-à-dire, on va analyser les solutions récursives pour justement dégager les étapes de construction. Comment construire une solution récursive? Alors, si vous avez remarqué, quand n égale 0, la valeur du factoriel est donnée directement. D'accord? Si n égale 0, la valeur du factoriel de n est donnée directement. Dans ce cas, on dira que 0 est appelé valeur de base. C'est une valeur de base. Donc, finalement, lorsqu'on atteint les valeurs de base, on s'arrête parce qu'il n'y a pas un appel récursif. Si n égale 0 ou n égale 1, parce qu'on peut avoir un ou plusieurs cas de base. Hein? D'accord? Si n égale 0, n égale 1, la valeur du factoriel est donnée directement. Ça veut dire quoi directement? Ça veut dire sans appel récursif. Il n'y a pas d'appel récursif. Dans ce cas, ces valeurs-là, 0 et 1, on les appelle les valeurs de base. Ensuite, pour n strictement supérieur à 0 ou strictement supérieur à 1, tout dépend. Donc, pour un n donné, la valeur de factoriel de n est définie par n-1 fois n. D'accord? Donc, c'est n-1 factoriel fois n. Donc, finalement, factoriel de n
est fonction d'une valeur plus petite que n et plus voisine de la valeur de base. Donc, factoriel de n, c'est n-1 factoriel. D'accord? On remarque que la même nature, factoriel, factoriel, mais n-1 est toujours inférieur à n. Ensuite, le n-1 égale à quoi? C'est le n-2 factoriel fois n-1. Et le n-2 factoriel, c'est n-3 factoriel, et ainsi de suite. Alors, on remarque que n à chaque fois diminue, diminue. Pourquoi il diminue? Qu'est-ce qu'on cherche, à vrai dire? On cherche à se ramener vers le cas de base. D'accord? L'objectif, c'est de se ramener vers le cas de base. On démarre de n, ensuite c'est devenu n-1, n-2, n-3, n-4, et on se dirige vers le cas de base pour pouvoir s'arrêter. D'accord? On a démarré à partir de n. Le n a appelé le n-1, plus petit. Ensuite, le n-1, il a appelé n-2, plus petit. n-2, il a n-3, et ainsi de suite. Pourquoi? Dans quel objectif? Dans l'objectif de se ramener vers le n égale 0, qui est le cas de base. Justement, pour pouvoir s'arrêter. Parce que nous avons dit que pour le cas de base, il n'y a pas d'appel récursif. Le résultat est retourné directement. D'accord? Donc, un conseil, à chaque fois qu'on vous demande une solution récursive, essayez de décomposer et l'objectif, gardez toujours à l'esprit, l'objectif, c'est de se ramener, d'arriver au cas de base pour pouvoir s'arrêter. Sur le cas de base, 1. Ici, nous avons deux cas de base, n égale 0, n égale 1. D'accord? Tout dépend de l'application. Il y a des applications pour lesquelles il y a un seul cas de base ou deux cas de base. D'accord? Ici, vous pouvez utiliser n égale 1 comme étant un cas de base ou bien n égale 0. Les deux sont justes. D'accord, monsieur? Oui, d'accord. OK. La variable n, le paramètre de la fonction, est testée à chaque fois pour savoir s'il faut arrêter les appels récursifs ou non. D'accord? Vous vous rappelez, c'est le n qui est testé à chaque fois. On testait si n égale 0. Alors, dans ce cas, le paramètre n est appelé variable de commande. Variable de commande. Pourquoi on l'appelle variable de commande? Parce que c'est cette variable qui va commander l'arrêt des appels récursifs. C'est cette variable n qu'on teste à chaque fois. C'est elle qui me permettra d'arrêter, d'accord, de commander l'arrêt des appels récursifs. On l'appelle variable de commande. Alors, maintenant, les principes de construction. Comment construire ou quel est le protocole de construction des solutions récursives? Alors, première étape, déterminer le ou les. Il se peut qu'il y ait un seul ou plusieurs cas de base. On les appelle les cas particuliers, tels que vous l'avez dit tout à l'heure, ou bien on les appelle les cas de base, ou bien les cas triviaux. Les cas triviaux, pluriel de trivial. D'accord? Qui sont exécutés directement. Ça veut dire quoi directement? Ça veut dire sans appel récursif. D'accord? Il faut déterminer toujours les cas de base. C'est quoi un cas de base? C'est-à-dire on renvoie le résultat sans appel récursif, directement. Et ces cas, on les appelle soit les cas particuliers, ou bien les cas de base, ou bien les cas triviaux. Alors, dans ces cas, les variables de commande sont égales aux valeurs de base. Alors, pour le cas trivial, nous avons dit c'est le n qui change. Le n, il a commencé d'une certaine valeur, ensuite on décrémente, jusqu'à arriver à 0. D'accord? Lorsque n égale 0, 0 c'est la valeur de base. D'accord? Voilà. Lorsque la variable de commande qui est n égale la valeur de base, on va s'arrêter. Donc, première étape, c'est déterminer les cas de base. Deuxième étape, pour trouver les solutions récursives, décomposer le problème initial en sous-problèmes. Il y a une décomposition, mais respectez les deux conditions suivantes. Il faut que la décomposition soit de même nature et de taille réduite. Telles que les décompositions successives aboutissent toujours à l'un des cas particuliers ou bien les cas triviaux.
Donc, vous prenez le programme initial, plutôt le problème initial. Vous allez le décomposer en sous-problèmes de même nature, c'est-à-dire factoriel, et de taille réduite. Il faut que la taille soit réduite. D'accord? Pourquoi? Quel est l'objectif? C'est pour se ramener au cas de base. Justement, l'objectif, c'est de partir de n'importe quel n pour se ramener à n égale 0. Donc, à chaque fois, on divise le problème en sous-problème, on divise le problème en sous-problème, justement dans l'objectif d'arriver à un cas de base. Jusqu'à arriver à un cas de base pour pouvoir s'arrêter. D'accord? Telles que les décompositions successives aboutissent toujours à l'un des cas de base, les cas particuliers. Lorsque vous décomposez, vous êtes en train de décomposer, mais et toujours à l'esprit, toujours sous les yeux, le cas de base, on se ramène vers le cas de base. On converge vers le cas de base. D'accord? Donc, première étape, déterminer le cas de base. Ensuite, prenez le problème en entier, essayez de le décomposer pour se ramener au cas de base, justement pour pouvoir s'arrêter. Le nombre d'appels récursifs doit être fini. Ça, c'est important, faites attention. Évitez ce qu'on appelle les appels infinis. Faites attention. Et ça, c'est l'erreur la plus fameuse dans la récursivité. Les gens écrivent des solutions récursives qui ne s'arrêtent jamais. Lorsque f appelle f, il faut envisager toujours les cas d'arrêt. Ainsi, le nombre d'appels doit être fini. Il faut donc que les paramètres contiennent une ou plusieurs variables de commande qui sont testés à chaque niveau pour savoir si on doit continuer, oui ou non, les appels récursifs. Alors, pour pouvoir arrêter les appels récursifs, il faut toujours, par exemple, on suppose que f, c'est une fonction qui a des paramètres. Tout d'abord, il faut qu'il y ait des paramètres. D'accord? Parmi ces paramètres, il y a un paramètre, au moins un, possible plus, il y a au moins un qui doit changer d'un appel à un autre. D'accord? Il faut que f, pendant l'exécution de f, il faut au moins un qui change d'un appel à un autre, et c'est ce n-là qui va arrêter les appels récursifs. Parce que imaginez si le n ne change pas. Donc, si f appelle f avec exactement les mêmes paramètres, d'accord? Donc, ce f égale exactement ce f. Donc, et puisque c'est exactement ce f, donc lui-même, il va appeler un autre f. D'accord? Et l'autre f va appeler l'autre f, et ainsi de suite. Et on ne va jamais s'arrêter. Donc, l'idée, c'est quoi? Parmi les paramètres d'une fonction, il faut qu'il y ait toujours un paramètre n qui doit être modifié à l'intérieur de f pour que la prochaine fois, lorsque j'appelle f, je ne vais pas l'appeler avec n, mais par exemple avec n-1. C'est-à-dire, ce qui était n devient n-1, par exemple, ou n-2. Ensuite n-3, ensuite n-4, pour pouvoir s'arrêter un jour. Donc, il faut donc que les paramètres contiennent une ou plusieurs variables de commande. Ce n est appelé variable de commande qui sont testées à chaque niveau pour savoir si on doit continuer ou non les appels récursifs. Ou bien sûr, je teste par rapport à ce paramètre. Si n, par exemple, la condition, il faut qu'elle concerne n. Et puisque la condition concerne n, et puisque n change, donc l'évaluation de la condition change. En d'autres termes, la fameuse condition dont on a parlé tout à l'heure, il faut que son évaluation change d'un appel à un autre. Vous êtes d'accord? Et pour que son évaluation change, il faut au moins un paramètre qui change d'un appel à un autre. Parce que si c'est exactement les mêmes paramètres, donc on aura la même évaluation. Donc, envisagez toujours un paramètre qu'on appelle variable de commande qui change d'un appel à un autre. Est-ce que c'est clair cette partie? Monsieur, oui. Monsieur, je vous demande pardon. Monsieur, لازم يعني شغل la variable هذه اللي لازم نشانجوها لازم تكون داخل la fonction. Exact. C'est la fonction qui va. أنا ما خمنتش هكاك، أنا قلت نعمل. Oui.
انا قلت مسيو ندير اون كونديسيون ونشونجي الفاريابل خارج الفونكسيون ابري نكتب لي ميم بارامتر كو الفونكسيون الاولى. Non, 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 monsieur. Tout se fait à l'intérieur des fonctions ou à l'extérieur de la fonction. À quel niveau? Le programme, c'est un appel de fonction. يعني Tous par les exemple programmes se font à l'intérieur de la fonction. par exemple نديرو احنا سي ان est supérieur à 0 هيا ان reçoit n moins 1 ونديرو f de n كيما عملنا قبل. هذه داخل لا فونكسيون. Pardon, monsieur? je sais pas ce que تصلع ولا لا اللي قلتها يعني. Mais tu changes n à l'intérieur de f. Parce que lorsque le premier appel de f se fait avec n. D'accord? Ensuite, c'est f qui appelle f. Mais lorsque le deuxième appel ne se fait pas avec n, il faut modifier la valeur de n pour que le deuxième appel soit avec une autre valeur que celle de la première exécution. Tu as compris? Oui, موديفيها هي نموديفيها لبرا يعني شغل قلت لك نعمل كونديسيون ونموديفيها قبل ما ندخل لا فونكسيون ابري ندخل لا فونكسيون. Mais une fois à l'intérieur de la fonction, la première exécution de f, tu vas appeler une autre fois f. Mais lorsque tu vas, avant d'appeler une autre fois f, il faut changer le n. Mais tu as à l'intérieur de f. Tu as compris? Oui, change. Voilà. Oui, allez, on continue. Le principe. Monsieur. Oui. Le monsieur, pour la complexité de 1 factoriel, quel est le meilleur avec les boucles ou avec la récursivité? En termes de complexité, c'est la même. Justement, à un moment donné, on arrive à la comparaison. Par la suite, on va comparer les solutions itératives avec les solutions récursives. C'est une bonne question, mais elle est prématurée. On verra par la suite lorsqu'on va comparer les solutions récursives avec les solutions itératives. Et c'est juste maintenant de comprendre le principe des solutions récursives. D'accord? Alors, le principe de la récursivité est que les appels récursifs doivent être uniquement sur des données plus petites. D'accord? Alors, n factoriel égale n fois n moins 1. Le premier appel, c'est fait avec n. Le deuxième, c'est fait avec n moins 1. n moins 1 est plus petit que n, n'est-ce pas? Et le troisième appel se fait avec quoi? n moins 2. n moins 2 qui est supérieur à n moins 1. Et le quatrième appel se fait n moins 3 et ainsi de suite. D'accord? Donc, toujours, les données sont plus petites. À chaque fois qu'on avance dans les niveaux, les données deviennent plus petites. Et ça, c'est un indice. D'accord? C'est un indice. Donc, si vous voyez que le paramètre diminue d'un appel à un autre, donc vous êtes sur la bonne voie. Si vous voyez que le paramètre augmente d'un appel à un autre, donc ça veut dire que nous avons raté un virage. D'accord? Donc, il faut que les appels d'un appel à un autre, il faut qu'ils manipulent des variables ou des paramètres plus petits. À chaque fois, le paramètre diminue. D'accord? Donc, il y avait n, ensuite n-1, ensuite n-2, n-3, justement pour se ramener à n égale 0. Donc, d'un appel à un autre, toujours le paramètre diminue. Alors, maintenant, les schémas généraux des actions récursives. Les schémas généraux, et je vais accélérer un peu. Alors, les schémas généraux des actions récursives. Alors, dans une action P récursive, il existe deux parties. Donc, les schémas généraux, c'est quoi? C'est les modèles. C'est les modèles des actions récursives. Parce que vous allez voir, il y a un certain modèle, pattern en anglais, d'accord, pour les solutions récursives. Alors, soit une action récursive P, il existe deux parties. Celle qui correspond au cas de base, ça on l'a vu. Donc, il y a toujours le cas de base, ou bien les cas triviaux, ou bien les cas évidents, pour lesquels il n'y a pas d'appel récursif. Donc, toujours, pour une action récursive, il y a deux parties. La première partie, c'est les cas de base, il n'y a pas d'appel récursif. Et la deuxième partie, c'est celle qui contient au moins un appel récursif. D'accord? Donc, il y a toujours deux cas. Le premier cas, d'accord, la première partie, c'est les cas de base pour pouvoir s'arrêter. Et la deuxième partie, là où il y a les appels récursifs. Alors, premier schéma, premier modèle. Donc, vous avez l'action P, une action P avec des paramètres de x1 jusqu'à xn. D'accord?
nous avons des déclarations des variables locales, puisqu'il s'agit d'une action ordinaire qui peut être soit une fonction, soit une procédure. Ensuite, si conditions, il faut qu'il y ait toujours une condition. Donc, si conditions, alors Q, instruction du point d'arrêt. Ça veut dire quoi? Q, c'est la partie qui correspond au cas de base, c'est les cas d'arrêt ou bien les cas triviaux. Sinon, L1, P, L2. J'explique. Si la condition est vraie, et la condition elle est imposée sur les paramètres. D'accord, sur les paramètres. Alors, je vais exécuter la partie Q et je m'arrête. Et la partie Q ne contient pas d'appel récursif. C'est ce niveau-là qui me permet d'arrêter les appels récursifs. Sinon, si la condition est fausse, je vais exécuter un paquet d'instructions I1, des instructions ordinaires, ensuite un appel récursif, ensuite d'autres instructions ordinaires. Mais l'appel récursif se fait avec d'autres paramètres, non pas avec x1 jusqu'à xn, mais avec d'autres paramètres qu'on a modélisés par une fonction h qu'on applique sur x1 jusqu'à xn. Il faut que les paramètres, tous ou au moins quelques-uns, il faut qu'ils changent d'un appel à un autre pour pouvoir changer la condition. D'accord? Donc, le deuxième appel, ça, c'est un appel récursif, c'est vrai. Mais il se fait avec les paramètres h de x1 jusqu'à xn et non pas de x1 jusqu'à xn. Parce que l'objectif, l'essentiel, c'est que les paramètres changent. Il faut qu'ils changent d'un appel à un autre. Parce que si les paramètres ne changent pas, donc si la condition était vraie le premier appel, elle sera vraie dans le deuxième appel, et elle sera vraie dans le troisième appel, et on ne va jamais s'arrêter. Donc, pour pouvoir s'arrêter, pour pouvoir changer l'évaluation de la condition, il y aura un appel, mais avec les paramètres changés. Les paramètres changés avec quoi? Avec une certaine fonction h. D'accord? Donc, Q est un bloc d'instructions sans appel récursif. Il n'y a pas les appels récursifs. D'accord? PH1 est un appel récursif avec le paramètre h de x1, xn. D'accord? P, c'était avec les paramètres de x1 jusqu'à xn, mais le premier appel se fait avec le paramètre h de x1 jusqu'à xn. Ça veut dire quoi, ça? La signification. Ça veut dire qu'on a changé les paramètres. On a changé les paramètres initiaux. Pourquoi les changer? Pour changer l'évaluation de la condition. Elle est vraie, mais à un moment donné, elle devient fausse ou inversement. D'accord? Elle est vraie, ou à un moment donné, elle devient fausse pour pouvoir s'arrêter. Justement, c'est cette fonction h qui doit faire évoluer les variables de commande x et y vers le point d'arrêt. Donc, les paramètres changent, jusqu'à arriver la dernière valeur des paramètres de commande, c'est quoi? Les dernières valeurs, on les appelle quoi? Pour pouvoir s'arrêter? Les cas particuliers. Ou bien les valeurs de base. base. Tout à fait, les valeurs de base. D'accord? Essayez toujours de reprendre l'exemple du factoriel. Le premier appel, c'est fait avec n. Le deuxième appel, c'est fait avec quel paramètre? n-1. n-1. Donc, on a changé, on a appliqué une fonction h sur le n, qui est quoi finalement? H de n, c'est égal à n-1. Ensuite, le troisième paramètre, c'est fait avec n-2. Donc, toujours, on applique la fonction h sur le paramètre. Donc, la troisième exécution, c'est faite avec le n-2, ensuite n-3, n-4, jusqu'à arriver à la valeur 0, qui est le cas de base. Lorsque j'arrive au cas de base, je m'arrête. J'arrête les appels récursifs. Et L1 et L2 sont des blocs d'instructions qui ne comportent aucun appel AP. Donc, ces parties-là ne posent pas de problème. Ce qu'il y a lieu de noter, c'est cette partie qui nous intéresse. Donc, ça, c'est un appel en changeant les paramètres. Mais avant l'appel et après l'appel, il se pourrait qu'il y ait des instructions ordinaires. D'accord? Donc, ça, c'est le premier schéma. Mais remarquez que j'ai dit que les appels récursifs doivent être conditionnés par une condition. Et les conditions en algorithmique, comment on les exprime?
les conditions. Si, monsieur. Si, c'est très bien. Donc, si, alors, sinon, c'est bon. On a vu ce schéma. C'est l'unique manière d'exprimer les conditions. Répétez jusqu'à. Répétez jusqu'à ou bien plus simple. La fonction caveau, en utilisant caveau. Non, plus simple. Non, caveau, c'est le si. Autre chose? Pour exprimer les conditions. Pour exprimer un traitement. Tant que, exact, tant que, le tant que condition. Lorsque je fais le tant que, c'est-à-dire tant que la condition est vraie, j'exécute un certain traitement. Lorsque la condition est fausse, j'exécute un autre traitement. Donc, j'exprime les conditions. Ici, j'exprime une seule condition, un seul cas. Si la condition est vraie, j'exécute ça, sinon j'exécute ça. Mais on peut utiliser le tant que et c'est le deuxième schéma. Donc, le deuxième schéma, suivez le deuxième schéma, s'il vous plaît. Donc, action P, une action récursive. Tant que condition, c'est-à-dire tant que la condition est vraie, faire G, P. D'accord? Donc, un bloc d'instruction. D'accord? Là où il y a un appel récursif, regardez, P, qui appelle P. Donc, c'est un appel récursif. Mais cet appel récursif est conditionné tant que la condition est vraie. Donc, tant que la condition est vraie, j'exécute P. Tant que la condition est vraie, j'exécute P. Tant que la condition, j'exécute P. À un moment donné, la condition devient fausse. Si la condition devient fausse, je sors de cette boucle pour exécuter Q. Et Q ne contient pas un appel récursif. Et c'est le dernier niveau. C'est le niveau qui me permet de faire les marches arrière. D'accord? Ici, on constate qu'il y a des appels récursifs, mais ils sont conditionnés par la condition du tant que. Tant que la condition est vraie, j'exécute P. Tant que la condition est vraie, j'exécute P. Mais à un moment donné, la condition devient fausse. Comment la condition devient fausse? Justement, lorsque j'appelle le deuxième P, je l'appelle avec des paramètres modifiés par une certaine fonction H. Je change les paramètres pour que la condition devienne fausse à un moment donné. Si la condition devient fausse, il n'y aura plus d'appel récursif et je sors pour exécuter le Q. D'accord? Alors, j'explique ici. Le bloc GP, etc., contient un appel récursif et le bloc Q permet la résolution directe du problème, ne contient pas d'appel récursif et c'est les cas d'arrêt. Vous avez compris? Dans les deux cas, dans les deux schémas, il y a toujours des conditions. Soit condition simple par si, alors sinon, soit une condition exprimée avec la boucle tant que. Mais dans les deux cas et dans tous les cas, faites attention, il faut toujours que les appels récursifs soient conditionnés. Pour qu'un jour, je peux arrêter les appels récursifs. Donc, ce sont les deux schémas, les deux modèles de la récursivité, d'accord, qui sont les plus utilisés en pratique. Maintenant, s'il vous plaît, une récursivité directe et récursivité indirecte. Ça, c'est simple. C'est les types de la récursivité. Quand est-ce qu'on parlera de récursivité directe et quand est-ce qu'on parlera de récursivité indirecte? Alors, une action qui fait appel à elle-même explicitement et dans sa définition est dite récursive directement ou récursivité simple. C'est le cas qu'on a vu jusqu'à maintenant. Lorsque F appelle F, on parle de récursivité directe ou bien récursivité simple. Lorsque F appelle F, ensuite F appelle F, F appelle F, et à un moment donné, on s'arrête et on fait le retour. Donc, ça, c'est une récursivité simple. Alors, soit une action A qui fait référence ou appel à une action B, qui fait appel directement ou indirectement à A. Donc, l'autre type de récursivité, on l'appelle récursivité indirecte. Quand est-ce? Si une action A fait référence ou appel à une action B, c'est-à-dire A qui appelle B, et la B qui appelle A. Donc, une autre action qui fait appel directement ou indirectement à A. On parle de récursivité indirecte ou bien récursivité croisée. Très simple. Imaginez, A appelle B. B commence à s'exécuter. Le B, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle A. Donc, le A commence à s'exécuter. Mais le A, c'est le même A, c'est celui-là ou bien celui-là, c'est le même. Donc, il va appeler B. À son tour, il va appeler B. OK, B commence à travailler. Mais que fait le B puisqu'il même B? Donc, elle va appeler A et ainsi de suite. A appelle B, B appelle A appelle B, B appelle, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
On parle de récursivité indirecte ou bien récursivité croisée. Pourquoi indirecte? Parce que finalement, A appelle B. Ou le B, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle A. Donc finalement, A qui a appelé A, mais indirectement, en passant par B, via le B. Donc on parle de récursivité indirecte. Et le A qui va appeler B. Et ainsi de suite. Et pas de panique, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête par la technique des conditions. Donc il faut qu'on s'arrête, il va y avoir des retours arrière. Donc l'idée juste ici, lorsque A appelle A directement, on parle de récursivité simple. Lorsque A appelle A par l'intermédiaire d'une autre action, on parle de récursivité indirecte. Alors, un schéma. Voilà, donc action A, si condition alors B, sinon QA. D'accord? Et B, si condition A alors A, sinon QB. Si la condition est vraie, le A appelle B. Ensuite, B commence à travailler. Si la condition est vraie, il appelle A. Ensuite, le A commence à travailler. Si la condition est vraie, j'appelle B. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la condition devienne fausse. J'exécute un bloc QA qui n'a pas d'appel récursif et je vais arrêter l'appel croisé des actions récursives. D'accord? Vous avez compris? Par exemple, récursivité directe, une expression, comment on définit une expression? Comme étant une expression, opération, expression. Ça, c'est direct. Récursivité indirecte, on dira que expression, c'est un terme, opération, terme. Ou terme, c'est quoi? Expression. Donc, j'ai défini expression en fonction du terme. Ou terme en fonction d'expression. Ou expression, c'est quoi? C'est terme, opération, terme. Ou terme, c'est quoi? C'est expression, et ainsi de suite. Donc, on définit l'objet en fonction de lui-même directement, et ça va être une récursivité directe, ou bien on le définit par lui-même, mais en passant par un autre objet intermédiaire. Et on parlera de récursivité indirecte. D'accord? Monsieur, Oui. هنايا لا كونديسيون تاع A حتكون متعلقة ب QB ولا كونديسيون تاع B حتكون متعلقة ب QA. Oui. Attends, la condition de A, bien, la condition de A, elle va dépendre des paramètres de A. Il y a des paramètres de A. La condition, elle va être appliquée sur les paramètres de A. Si la condition est vraie, alors B. D'accord? Et si la condition est fausse, j'exécute QA. QA, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions qui ne contient pas un appel récursif. Tu as compris, jeune homme? Oui, ok, monsieur. Tiens, je vais donner un exemple très intéressant, vous allez vraiment apprécier. Alors, tiens, un exemple de la parité. Suivez bien un exemple. Alors, pour construire une définition de la parité, alors il faut remarquer que 0 est un entier pair et qu'il n'est pas impair. Alors, une question toute naïve. Quand est-ce qu'on dira un nombre n est pair? Dites-moi, quand est-ce n est pair? Divisé par 2. Modèle 2 égale à 0. Oui. ديروا لا سوستراكسيون شوفوا شحال يقعد مع الاخر اذا 0 ولا ال 1. Oui, mais ça c'est des solutions classiques. Je cherche une solution un peu originale. Quand est-ce qu'on dira que n est pair? S'il est impair. S'il est Impair. Non, quand est-ce qu'on dira qu'il est pair? S'il n'est pas impair. S'il n'est pas impair. Oui, et quand est-ce qu'on dira qu'il n'est pas impair? S'il n'est pas pair. Le numéro اللي قبله يكون impair. Exact. Exact. Eh bien, une solution très simple et elle est originale. On dira qu'un nombre n est pair. Eh bien, tout simplement, c'est n-1 est impair. Et quand est-ce n-1 est impair? Si n-2 est pair. Et quand est-ce n-2 est pair? Si n-3 est impair et ainsi de suite. Donc, un nombre est pair si son précédent est impair et inversement. D'accord? Alors, je vous propose donc ensuite remarquer qu'un entier n est pair, respectivement impair, si et seulement si l'entier n-1 est impair. D'accord? Ça, c'est original comme réflexion. Donc, n est pair
si seulement si n-1 est impair. D'accord? Ainsi, je vous propose la fonction suivante. Pair, je lui donne un nombre entier n, elle me renvoie oui ou non. Alors, si n égale 0, alors retournez vrai. Ça correspond à quoi, s'il vous plaît? Ça, c'est quoi? Si n égale 0, alors retournez vrai. La base. La base, cas de base, cas évident, le cas trivial, le cas d'arrêt. Si n égale 0, alors retournez vrai, parce que nous avons dit que le 0 est un entier pair. Ça, c'est le cas de base, et on s'arrête. Sinon, si n n'est pas égal à 0, n quelconque, d'accord? Sinon, retournez impair égale n-1. Impair de n-1, parce que si c'est pair, il faut voir l'évaluation de impair de n-1. D'accord? Un nombre est pair si son précédent c'est impair. D'accord? Il est pair. Quand est-ce pair égale vrai? Si impair égale vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définir la fonction impair, puis j'ai fait appel à impair. La fonction impair, si n égale 0, alors retournez faux. C'est le cas de base, parce que n égale 0, on l'a considéré comme étant impair, n'est pas impair. Donc, si n égale 0, alors retournez faux. Sinon, retournez pair n-1. Quand est-ce un nombre est impair? Si le nombre n-1, si son précédent égale pair, et on alterne entre les deux, pair impair, pair impair. Vous avez compris les fonctions? Un nombre est pair si son précédent est impair. Maintenant, quand est-ce un nombre est impair si son précédent est pair? Alors, déroulement, s'il vous plaît. Par exemple, si je vous demande de vérifier est-ce que 3 est pair ou impair? 3, est-ce qu'il est pair ou impair? Pour 3. Alors, je commence. Est-ce que n égale 0? Non. Donc, qu'est-ce que je vais appeler? Je vais appeler impair de 2. Parce que n-1. Impair de 2 commence à travailler. D'accord? Impair de 2 commence à travailler. Elle vérifie. Est-ce que 2 égale 0? Non, ce n'est pas un cas de base. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appeler pair de 1. Parce que impair va appeler pair. Ou pair va appeler impair. Donc, impair de 2 va appeler pair de 1. Pair de 1 commence à travailler. Elle teste. Est-ce que c'est n égale 0? Non. Donc, elle va appeler impair de 0. D'accord? Impair de 0. Impair de 0 commence. Elle teste. Si n égale 0, oui, c'est un cas de base. Donc, qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Elle va renvoyer faux pour pair 1. C'est 0. Retournez faux, c'est 0. Donc, elle va renvoyer 0 à pair 1. Pair 1, elle prend ce 0 et elle va le renvoyer à un pair 2. Et un pair 2, elle va prendre ce 0, elle va le renvoyer pair 3. Et du coup, pair 3 va renvoyer le 0, parce que 3, ce n'est pas pair, c'est impair. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça la récursivité indirecte. Si une fonction s'appelle, regardez finalement, pair appelle impair ou impair appelle pair. Donc, pair, impair, pair. Donc, finalement, pair qui a appelé pair, mais en passant par impair. Ensuite, impair qui a appelé impair en passant par pair. D'accord? Et du coup, pair 3 renvoie la valeur 0. Donc, il n'est pas pair, il est impair. Monsieur. Oui. Monsieur, pourquoi بدينا بامبير؟ نقدروا نبداو بير. يا ودي نقدروا نبداو بامبير. Eh, tu peux. Eh, bien sûr, tu peux. Eh. Si tu avais commencé avec impair, on aurait eu un 1. Si on avait commencé avec impair 3, on aurait eu impair, parce que impair 3 appelle pair 2 appelle impair 1, ou impair 1 appelle pair 0. Pair 0, elle va renvoyer un 1. Donc, tu auras un 1. D'accord, monsieur? Oui, monsieur. Voilà, si tu avais appelé à impair, on aurait eu un 1. Voilà. OK, donc ça, c'est pour la récursivité. Et puis, attends, j'en vérifie l'heure. OK, je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. 2 secondes, j'arrête juste l'enregistrement.